Salut Bérangère, Salut Hélène. merci d'avoir accepté mon invitation. À vrai dire, on se connaît pas beaucoup toi et moi. Je t'ai découverte dans l'incroyable podcast de Timothée Frein, l'incontournable Clé de voûte, où t'es passé il y a quelques mois et le podcast était génial. Mais pour être honnête, j'étais restée un peu sur ma faim parce que vous avez abordé en surface tout l'aspect impact des loiseaux. Donc du coup, j'avais envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec toi. Donc ça y est, on y est. On a pas mal de choses dont on va discuter. On va évidemment repréciser un peu ce qu'est l'OASO et puis parler de toi, ton parcours, histoire de poser les bonnes bases pour cette discussion. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on va aborder 3 sujets principaux. On va d'abord parler de votre modèle économique, qui est assez atypique pour une entreprise tech, et qui fait la preuve qu'on peut être une entreprise résolument vertueuse et qui peut gagner de l'argent. On parlera ensuite de la partie plus réglementaire, puisque vu que vous êtes un fournisseur de services financiers, évidemment, ça fait partie de tes contraintes au quotidien. Et puis on parlera aussi de numérique responsable, parce que je sais que c'est un sujet que tu portes particulièrement chez Helloasso. C'est bon pour toi? Avec grand plaisir pour aborder tous ces sujets. Parfait. Du coup, je te propose peut-être que tu reprécises ce qu'est Helloasso en quelques mots, et puis ensuite on parlera un peu plus de ton parcours. Avec plaisir. Helloasso, on est la plateforme d'engagement des citoyens et on aide les associations à développer leurs projets. Globalement, notre mission, c'est de développer le secteur associatif, de faire bénéficier au secteur associatif de l'ensemble des innovations technologiques. On est structuré sur un modèle économique qui est, comme tu l'évoquais, assez vertueux. Et c'est, je dirais, notre singularité principale. On a fait le choix de ce modèle économique parce qu'il nous semble le plus évident au vu du secteur qu'on adopte. On s'est vraiment calqué sur le modèle associatif. On pourra en parler un peu plus en détail. Mais voilà, notre mission, c'est de fournir des outils aux associations pour leur permettre de développer leurs projets, de financer leurs projets gratuitement et du coup d'investir tout leur temps, leur effort et leur argent à ces projets et non à la gestion de chèques, de monnaie et toute la gestion opérationnelle. Ok. En quelques mots, aujourd'hui, vous avez combien de clients, si on peut les appeler ainsi, et vous êtes combien chez Helloasso? Alors, nous, on les appelle pas clients, évidemment. On parle de nos associations, des citoyens. C'est intéressant ta question parce que on a longtemps distingué les associations d'un côté et les citoyens, le grand public de l'autre. Et on travaille beaucoup en ce moment justement pour les rassembler parce qu'en fait, ce sont les mêmes personnes. Un bénévole ou un président, un trésorier d'une association, il est simplement lui-même aussi participant, adhérent ou d'une autre association. Donc, aujourd'hui, si on distingue quand même la population associative de administrateurs associatifs, on a 750 000 bénévoles aujourd'hui qui utilisent les OASO. Ça fait à peu près 350 000 associations et on a plus de 8 millions de personnes qui ont payé sur les OASO. Ok, ça fait quand même un sacré produit. Effectivement, et du coup, toutes ces personnes nous ont permis, on a permis la collecte de plus d'1 milliard d'euros depuis la création des l'OASO. Et cette collecte, elle a servi à financer l'ensemble des projets associatifs du territoire français. Trop bien. Super pour ce petit état des lieux. Effectivement, alors je ne sais pas si tout le monde a conscience de l'ampleur du secteur associatif et de votre ampleur à vous sur ce secteur associatif. C'est intéressant d'avoir les chiffres pour mettre un peu les choses en perspective. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce produit-là? Alors, à l'origine, moi, j'ai commencé, j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé par travailler chez Google. En Irlande, au tout début,
au début du développement de Google en Europe. Ça a été dans le cadre de cette expérience que j'ai mis un premier pied dans le produit. Chez Google, mon rôle, c'était de représenter l'ensemble des utilisateurs de Google Maps en Europe et en Asie, d'écouter leurs besoins et de les remonter aux équipes produits qui sont basées aux États-Unis et au Japon pour pouvoir influer sur la roadmap et garantir en fait que la roadmap Google Maps ne réponde pas qu'aux besoins des utilisateurs américains, mais bien aux besoins locaux de chacun des pays dans lequel le produit est disponible. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'apprendre le fonctionnement d'une équipe produit. Dans le cadre de l'exercice de mon métier, l'importance de l'influence de la data dans le cadre d'un rôle de product manager. Et évidemment, l'organisation d'une grosse structure comme Google, qui était déjà à l'époque très avancée sur le produit. Voilà, c'est une époque où qu'en Europe, en France, on était peut-être un peu moins mature. Alors, j'ai fait un premier passage chez Uber à la suite de Google. Donc, je suis restée à peu près 5 ans chez Google. J'avais envie de continuer à apprendre de structures qui sont éprouvées, passées à l'échelle. Uber restait quand même au début de son lancement à Paris en France et je trouvais que c'était une bonne opportunité de rester dans le secteur de la mobilité qui me passionne. Je trouve hyper intéressant de développer des produits pour favoriser la mobilité. Et donc j'ai rejoint Uber. Là, l'expérience était plus courte. D'une part parce que elle s'est beaucoup éloignée du produit. J'étais en charge d'une équipe de service client et d'un vendor, donc très opérationnel. Et je me suis vraiment aperçue que ce qui me bottait vraiment, c'était le produit. Et aussi pour une question de valeur, où de la même manière, je me suis aperçue que pour moi, c'est absolument essentiel de contribuer dans mon activité professionnelle à une mission, à un impact positif, ce qui me semble pas être le cas chez Uber, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que a posteriori, j'ai réalisé à quel point chez Google l'incarnation de Larry, de Sergey était très fort et les valeurs d'universalité de l'information étaient ancrées en chaque employé et dans la culture de la boîte, qui n'était pas le cas chez Uber. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas rester longtemps et de me réorienter sur le produit, ce qui m'a permis du coup de rejoindre une entreprise qui s'appelle Yuso en tant que première PM. Donc ça, on était vraiment à un niveau tout d'une graine de start-up. Le produit n'était pas lancé encore en marque blanche. Donc Yuso, c'est une société qui développe une plateforme de gestion de transport urbain à la demande. Donc c'est simplement l'outil qui pourrait y avoir derrière Uber avec un back-office, une application chauffeur, une application client et qu'on vendait en marque blanche à des sociétés de livraison, des Deliveroo, de taxi, d'ambulance. Et c'était hyper intéressant parce que j'ai rejoint le projet à ses tout débuts. J'ai porté le lancement et donc l'évaluation du produit market fit, la structuration de l'équipe, avec vraiment en trio avec le CEO et le CTO, ce qui m'a amené assez rapidement au poste de Head of Product. Je suis restée 4 ans chez Yuso et du coup j'ai passé pendant 2 ans vraiment mon temps à structurer l'équipe et à avoir le rôle de PM et puis ensuite on a fait grandir l'équipe produit. Donc une expérience très enrichissante, toujours dans le secteur de la mobilité avec des valeurs avec lesquelles j'étais beaucoup plus alignée et l'apprentissage du leadership, du passage à l'échelle, super intéressant aussi. Ouais, sacrée expérience pour le coup quand tu rejoins une entreprise au tout début et qu'ensuite tu la vois grandir et tu structures l'équipe jusqu'à avoir ces rôles hyper stratégiques, même si le rôle de First PM est extrêmement stratégique aussi, mais sur des enjeux très différents. Ok, donc expérience très très riche. Et c'était ta dernière expérience avant Helloasso du coup? Oui, exactement. Ok. Et donc Helloasso, tu y es arrivé il y a combien de temps, rappelle-moi? Il y a 4 ans. Effectivement, dans tout ce parcours-là, j'ai eu un enfant, puis un deuxième, puis un troisième. Du coup, effectivement, au bout de 4 ans chez Yuso, j'avais la volonté de sortir de ma zone de confort après quasi 10 ans dans le secteur de la mobilité. Envie de découvrir un autre secteur et celui du monde associatif de par les valeurs qu'il porte me parlait énormément, mais aussi d'un point de vue produit, je trouvais passionnant de pouvoir travailler, approfondir mon expertise de fintech.
puisque Helloasso est une plateforme pour les associations, mais le produit est un produit de paiement. Ouais. Et du coup, ça permet d'allier voilà, la complexité technique de la gestion d'un produit de paiement avec les valeurs d'une entreprise à mission. Super. Très belle transition. Effectivement, tu as eu un parcours hyper riche et ce changement d'univers, il a dû être assez marquant. Tu le disais, Helloasso, c'est une fintech avec des usagers, du coup, on va dire, plutôt que des clients particuliers, parce que c'est pas des entreprises, c'est pas non plus des personnes qui viennent acheter un produit, mais qui l'utilisent par le biais d'une autre entité. On en a un petit peu parlé en intro. Votre modèle économique, il est très particulier pour une entreprise, puisque vous fonctionnez uniquement sur la base des dons des personnes qui utilisent le service. Donc globalement, si moi, je suis adhérent de l'association, je viens payer ma cotisation, on va me proposer de faire un don pour l'utilisation de l'Helloasso. Le produit est entièrement gratuit pour l'association en question. Et pour autant, malgré ce modèle très particulier et sur lequel on pourrait se dire qu'il y a 1 milliard de doutes, vous arrivez à générer un chiffre d'affaires qui est relativement conséquent, en tout cas qui vous permet de développer l'activité. J'imagine que l'OASO existe depuis à peu près 15 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'imagine qu'en 15 ans, et même depuis 4 ans que toi t'y es, le modèle a dû être parfois un peu challengé, parfois peut-être même remis en question. Est-ce que ça a été des questionnements qu'il y a eu et qu'est-ce qui a fait qu'encore aujourd'hui, 15 ans après, le modèle reste pérenne? C'est une très bonne question. Alors peut-être, pour moi, c'est important de revenir à la genèse de Helloasso. Effectivement, on existe depuis 15 ans. Léa Thomasin, la fondatrice, heu, cite souvent une phrase qui, je pense représente très bien, ce qu'on est. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises, qui, se donnent une mission. Nous, on avait une mission avant d'être une entreprise. Et donc dès les départs d'Helloasso, même avant qu'Helloasso, soit ce qu'il est, l'idée initiale était un peu différente, mais avec la vocation d'être universellement accessible pour les associations, d'encourager le plus grand nombre de citoyens à se mobiliser dans le secteur associatif. Et du coup, plus qu'un business model, c'est vraiment ancré dans notre ADN, cette gratuité, cette participation des contributeurs au financement du monde associatif. Pour nous, c'est absolument essentiel. Il faut savoir que, on en a pas parlé, mais le secteur associatif, c'est 1,3 million d'associations en France. Donc aujourd'hui, on en a 350 000. Parmi ces 1,3 million, là, il y a 77% des associations qui ont un budget de moins de 10 000 euros. Donc les associations, elles ont très peu de moyens. Donc ça nous paraît absolument essentiel que notre service reste gratuit pour elles et que les budgets qu'elles ont soient dédiés à leurs projets. Donc non, on s'est jamais questionné sur dévier, changer de modèle. Ça pour le coup, on a toujours été très clair là-dessus. En revanche, comme tu le dis, c'est pas évident en fait d'avoir un modèle. 100% de nos revenus sont basés sur ce modèle-là. Il est très précieux pour nous et on y accorde énormément d'efforts pour le préserver et pour le développer. Et du coup, pour nous, c'est un énorme challenge de faire en sorte que les citoyens, qu'ils soient moyennement pas du tout très engagés dans le secteur associatif, comprennent, qu'on leur fasse comprendre que l'acte d'achat sur Helloasso, c'est pas simplement d'acheter des billets pour un match d'impro d'une association de son quartier. En laissant une contribution volontaire, en fait, il contribue au développement du secteur associatif, de cette association-là, parce qu'elle peut utiliser le site gratuitement, mais de l'ensemble des associations en France, parce que en fait, c'est cette contribution volontaire qui nous permet de développer l'outil, de le rendre accessible, de développer des fonctionnalités qui vont aider nos assos. Donc il y a un rôle essentiel de pédagogie en fait. Au-delà de la pédagogie sur votre produit, il y a une pédagogie sur l'importance du milieu associatif qui est extrêmement forte. Exactement. Et pour nous, c'est hyper important justement que cette contribution volontaire, elle est volontaire. Donc bien évidemment, chaque personne qui vient payer sur la plateforme peut décider de laisser ou de pas laisser, de choisir un montant qu'elle va donner. Mais pour nous, c'est vachement important qu'elle le fasse en conscience et qu'elle soit aussi informée de ce que cette contribution volontaire à une petite échelle a permis à une grande échelle de ces 350 000 associations. Et donc, on travaille énormément là-dessus. Pour nous, c'est vachement important aussi que tout l'argent que les associations collectent sur la plateforme
soit reversé directement aux associations. Donc, de la même manière, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais remis en question ce modèle et Oui. on ne veut pas, ponctionner ou ouais, ne pas permettre aux associations de bénéficier de 100 des montants qu'elles collectent. En revanche, on a réfléchi, de par aussi l'écoute de nos utilisateurs, il y a pas mal d'assos qui nous disaient: «Bah, ouais, mais nous aussi on veut vous soutenir et bah, si vous permettez à nos payeurs de nous soutenir, nous on n'a pas le moyen de le faire». Donc par exemple, on a proposé aux associations quand elles se versent l'argent, qu'elles ont collecté, si elles le souhaitent, de nous soutenir. De OK. la même manière, c'est, totalement volontaire et donc on a apporté des compléments, mais toujours dans la lignée de la gratuité avant tout, et l'aspect volontaire de la contribution. OK. Hyper intéressant. C'est important, je pense, de souligner ce côté volontaire, mais de mettre derrière aussi des chiffres, si tu peux les partager Mmh. avec nous. Aujourd'hui, quelle part, de paiement fait via Helloasso, a effectivement un don reversé, peu importe son montant et peu importe son pourcentage? Mmh. Est-ce que c'est la majorité, des utilisateurs qui qui font ce don? Ou est-ce que ça reste une minorité, qui vous permet malgré tout de survivre? Et ben, c'est juste au milieu. OK. Il y a une personne sur 2 qui donne aujourd'hui, à Helloasso quand elle effectue un paiement. Et donc bah, notre objectif, c'est, de faire évoluer, ce chiffre pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui donnent. Un challenge aussi, c'est, la récurrence de paiement, de s'assurer que, chaque personne, plus elle paye sur Helloasso, qu'elle continue à nous soutenir parce que, bah, chaque transaction coûte. C'est important aussi que pour nous, que chacun ait en tête que ce modèle, il est basé sur des frais, les services comme Stripe ou Adyen, bah, on porte les frais de transaction, c'est nous qui les portons pour les associations, et du coup, c'est important que les citoyens comprennent que lorsqu'ils payent, sur Helloasso, il y a une partie que Helloasso porte pour les associations et important de contribuer à ça. Mmh. Et au-delà de la compréhension par les citoyens, est-ce que tu penses qu'il y a aussi un enjeu de compréhension par les associations en tant que telles? J'en parle parce que, ça m'évoque une anecdote que j'ai eue avec mon conjoint qui fait partie d'une asso, et dont il a rejoint le conseil d'administration récemment, qui utilise du coup Helloasso, mais où il y avait une certaine incompréhension dans l'équipe, d'administration sur, la gratuité du service et sur le fait qu'en fait, le fait d'avoir ces dons, c'était ce qui vous permettait de survivre et du coup Mmh. permettait à l'association d'avoir, l'usage de ces services. Exact. J'étais très fière de mon conjoint quand il m'a expliqué qu'il avait, défendu Helloasso, mais est-ce que c'est un enjeu que vous retrouvez, de votre côté? Ah exactement, c'est, un autre, axe de travail sur lequel on investit beaucoup d'efforts, c'est de faire des assos des ambassadrices, de ce modèle puisqu'elles en bénéficient, dès le départ de leur expérience sur Helloasso. Les assos, je pense, beaucoup se rendent compte, de cette richesse, de ce bénéfice quand elles se versent l'argent et qu'elles se disent: «Ah oui, en fait, tout ça, je l'ai fait gratuitement» et heu Ouais. mais c'est important qu'elles, s'en rendent compte dès le départ et pour nous, c'est hyper important qu'elles soient ambassadrices, de Helloasso, de ce modèle, de notre mission auprès de leur communauté, et du coup, on travaille beaucoup à les équiper, à développer beaucoup plus de pédagogie pour qu'elles comprennent, et avoir beaucoup de transparence et c'est aussi, pour nous très important cet enjeu de transparence vis-à-vis de, voilà quoi, enfin, pourquoi ce modèle existe et pourquoi il est très précieux et pourquoi on a besoin des associations pour le préserver et le développer. On n'a pas abordé ce point, tout à l'heure quand tu parlais un peu plus de qui sont, vos utilisateurs. Hem, Vous avez majoritairement des associations de petite taille? Est-ce que c'est plutôt des grosses associations? Est-ce que c'est un mix parfaitement représentatif du milieu associatif? Alors, on n'a pas, les très grosses associations. Ouais. Pour le coup, notre objectif, c'est justement de soutenir, cette part très très forte d'associations, de plus petite taille. Souvent les très grosses associations, comme la Croix-Rouge, ont des moyens techniques, et des besoins très, pointus, auxquels on Ouais. répondra pas. Donc oui, la population, la cible de nos utilisateurs est beaucoup plus proche des associations qui ont un budget entre, 1 000 et 50 000 €. Hem, OK. pour Donc plutôt autant, de l'associatif local ou à exactement. plus petite échelle, quoi.
Notre objectif, c'est de servir toutes les assos, quelle que soit leur taille, quel que soit leur budget, quel que soit leur secteur, et de répondre, à la petite asso de quartier de la même manière que, on peut répondre à la fédération de tennis, par exemple, puisque, on a un produit, SaaS, donc toute fonctionnalité qu'on met à disposition, elle est disponible à tous nos utilisateurs. Et on n'a pas de modèle, freemium ou en tout cas de disponibilité fonctionnelle pour une certaine cible. Ouais, OK. Tu as un petit peu parlé tout à l'heure, quand on parlait de la pédagogie. Tu m'avais évoqué quand on échangeait en préparation de cette discussion, 3 éléments, qui étaient clés côté produit ou en tout cas dans votre, plus ou moins dans ton giron, heu, pour pérenniser ce modèle. C'est la marque, travailler Mmh. effectivement sur la connaissance de cette marque, les algorithmes de recommandation et l'UX. Est-ce que tu peux revenir un petit peu plus en détail, surtout sur les 2 suivants, les 2, algorithmes et UX? Comment est-ce que vous jouez là-dessus, pour justement pérenniser ce modèle? Alors, concernant la marque, je pourrais y revenir, on en a parlé, mais pour nous, c'est hyper important que Hello Asso soit, reconnu dans l'expérience, de nos utilisateurs et ce qui est assez particulier, c'est que Hello Asso s'intègre, dans un parcours, où en fait, si je prends l'exemple d'une personne qui va, acheter, une adhésion pour un club de judo, nous, on s'intègre dans un parcours d'un adhérent qui veut payer son adhésion. Donc c'est important que la personne comprenne, le rôle de l'association, le rôle de Hello Asso dans cette expérience. Mmh. Hem, Ensuite, d'un point de vue algorithme, notre objectif, c'est, de proposer la juste suggestion. La suggestion, qu'on propose, de contribution volontaire, elle est basée sur le montant du panier. Et on a conscience que, c'est pas toujours évident et qu'un panier de 20 € pour un étudiant, et donc la proposition, de contribution volontaire qui va y être associée est pas du tout la même que pour un cadre ou voilà. Et donc on essaye, d'amener un peu plus d'intelligence, dans cette suggestion pour qu'elle corresponde et qu'elle soit le plus juste possible par rapport au payeur et ses capacités de Mmh. soutenir, notre modèle. Et ça, ça nécessite beaucoup de tests, beaucoup d'ajustements, et notre objectif derrière ça, c'est, la satisfaction de nos utilisateurs, cette adhésion au modèle. Pour nous, l'adhésion est un signe de compréhension et aussi, de soutien. Personne qui laisse à Hello Asso, si on fait bien notre travail en termes de communication, de compréhension du modèle, c'est elle le soutient volontairement heu Mmh. et donc c'est un travail de test, beaucoup. On est vraiment dans une phase de test et d'ajustement pour arriver à la suggestion la plus juste. En termes d'UX, là, on est plus dans une optique, de compréhension, de visibilité. Je peux te donner quelques exemples, mais d'une part, aujourd'hui, la contribution volontaire, elle arrive très tard dans le parcours et elle peut arriver parfois comme une surprise ou une incompréhension, par, les personnes qui vont payer. Là où, si on en parlait plus tôt, si on expliquait pourquoi, que fait Hello Asso, pourquoi à la fin on va leur proposer, de soutenir Hello Asso, on pense que, ça améliorerait l'expérience. Il y a, aussi une question d'expérience, post-paiement. Aujourd'hui, quand tu, vas payer sur Hello Asso, imaginons que tu laisses 1 € de contribution volontaire, on t'entend plus trop parler d'Hello Asso après. On te remercie pas pour ces euros, on t'explique pas pourquoi, à quoi a servi cet euro de soutien. Et notre volonté, c'est aussi d'être beaucoup plus transparent, et proactif dans la communication auprès des gens qui nous soutiennent. Heu et heu et globalement, voilà, donc on mène, pareil dans une logique de test, donc on fait beaucoup d'A/B tests dans le produit, pour, être le plus juste et encore une fois, de la même manière que pour les algorithmes, les KPI qu'on va suivre, c'est vraiment la satisfaction de nos payeurs, et l'adhésion, la participation au modèle, puisqu'on est convaincus que, si les payeurs comprennent nos modèles, il y a pas de raison qu'ils aient pas envie de le soutenir puisqu'il est vertueux et qui est pour le bien, des associations. Par ailleurs, on dans l'écosystème des solutions à destination des associations,
on a vu, c'est pas évident pour tout le monde d'adopter ce modèle. Nous, c'est vrai que quelque part, on est flatté de voir des acteurs concurrents tester ce modèle de gratuité, des acteurs payants qui switchent vers un modèle gratuit. Et moi, je suis convaincue, et c'est pour ça qu'on en revient à ta question de est-ce que vous avez dévié du modèle. C'est aussi parce qu'on n'a jamais dévié de ce modèle et qu'en fait, on n'a pas d'autres sources de financement, on n'a pas des services payants à côté. Et c'est ça aussi qui facilite beaucoup, c'est qu'on est très droit dans nos boîtes et que pour nous, c'est essentiel que ce soit notre unique source de revenus et qu'on préserve cette source de revenus. Ouais. J'ai une question là-dessus, parce que ce qui parfois fait dévier de son modèle économique ou de ses convictions, c'est souvent la pression extérieure, notamment la pression des investisseurs. Euh, alors je crois pas que ce soit un secret des yeux, mais le financement des LOASO aujourd'hui, il est de quelle nature? Alors, effectivement, on a aujourd'hui un investisseur principal qui est le Crédit Mutuel Maine-Anjou Bassin-Bandit, qui nous soutient depuis en 2018. Donc, on a fait plusieurs levées de fonds auprès du Crédit Mutuel. C'est un choix très important pour nous et on est très fiers d'avoir le Crédit Mutuel à nos côtés parce que d'une part, pour nous, c'était hyper important d'avoir un investisseur qui partage nos valeurs. Le Crédit Mutuel, par ses valeurs mutualistes, participatives, va être très aligné avec nos valeurs. Et ça, tu as raison, un investisseur qui a pas des valeurs partagées peut pousser à des choix ou à des déviations de modèle. Pour nous, c'est essentiel aussi d'avoir eu ce coup de pouce parce que la rentabilité est notre objectif, on l'a pas encore atteint. On est juste à l'équilibre. Et donc évidemment, on a eu besoin de cet élan pour nous permettre de mieux servir nos associations, de toucher plus de citoyens. Et cet élan est précieux et encore une fois, ça a été pour nous un coup de boost plus qu'un challenge ou une opportunité de déviation. OK. Hem, c'est une bonne transition, parce que je me dis qu'avoir un acteur historique bancaire quand on est à un prisme financier, c'est aussi probablement un coup de pouce au-delà de l'aspect, purement financement, pour, s'en sortir un petit peu dans ce marasme des réglementations. Du coup, ça fait une belle transition sur le deuxième sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, à savoir, justement toutes ces réglementations qui vous touchent, naturellement, puisque quand on parle de paiement et de financement, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, dans les grandes lignes, quelles réglementations s'appliquent à vous? Et puis Oui. ensuite, on parlera un petit peu des challenges qui y sont liés. Qui sont liés. On est réglementé aujourd'hui par l'ACPR, donc c'est l'organisme régulateur des établissements de paiement, Mmh. puisque on est devenu établissement de paiement en octobre de l'année dernière. On a OK. obtenu notre agrément après de longs efforts, quasi 2 ans de travail pour obtenir cet agrément. L'ACPR, c'est vraiment l'organisme global français qui régule l'ensemble des établissements de paiement et du coup qui est très exigeant vis-à-vis de la fraude, donc ce qu'on appelle la LCBFT, la connaissance client, la gestion évidemment des flux, du cantonnement, et donc on est vraiment régi par l'ensemble de ces exigences réglementaires. Ça nous donne une grande responsabilité vis-à-vis de nos utilisateurs, des associations. C'est un projet qu'on a depuis très longtemps parce que on est très fiers aujourd'hui de pouvoir se dire le premier établissement de paiement pour les associations. Les associations, elles ont souvent beaucoup de difficultés à se faire vérifier par les prestataires de paiement parce que Mmh. c'est un type d'organisation différent des entreprises, parce que le risque LCBFT est parfois plus fort. Et nous, on a capitalisé ces 15 dernières années sur la connaissance des patterns de fraude du secteur associatif, la connaissance des dossiers de vérification des associations. Du coup, on sait que quand on accepte une association, elle a été vérifiée, elle est contrôlée en permanence par nos équipes qui sont expertes du secteur. Mmh. Donc finalement, la réglementation qui peut être une contrainte, c'est presque devenu une force chez vous parce que vous êtes devenu expert dans cette réglementation financière d'un côté et en plus appliquée à un secteur très particulier qui est celui de l'association. Ouais. Je crois que tu m'avais évoqué que vous avez même une équipe, dédiée du coup, à la sécurité financière, avec des outils que vous avez créés en interne pour, faciliter justement
toute cette validation en amont? Alors, on a plusieurs équipes, beaucoup d'équipes et effectivement, comme tu le dis, les enjeux réglementaires, ils sont ancrés dans notre, dans nos pratiques. En fait, évidemment, ça fait partie de notre activité, en fait, de vérifier les associations, de contrôler, de notre activité du quotidien. Donc évidemment, on a plusieurs équipes, des équipes, de sécurité financière qui, Mmh. dans tous les jours vont aller, contrôler les flux, identifier, les suspicions de fraude, aller analyser, contrôler, les paiements, les entités pour vérifier qu'elles sont légitimes, qu'elles correspondent à la fois, aux exigences réglementaires, à notre charte éthique. Donc ça, c'est des équipes plutôt opérationnelles. On a une équipe, de contrôle connaissance client qui va vérifier chacun des dossiers. Donc quand une association s'inscrit, on lui demande un certain nombre de documents pour, vérifier que l'association, est légitime, et peut commencer à collecter. D'un point de vue produit et tech, là, effectivement, du coup, c'était indispensable pour nous de constituer les équipes qui vont servir à ces enjeux. Donc on a 2 squads aujourd'hui, l'une qui est, plutôt orientée sur, développer les outils, de fraude, de gestion de fraude, donc LCBFT, et plus. Et donc là, c'est une équipe qui travaille avec l'équipe métier, correspondante pour, développer des solutions qui permettent, que on réduise le poids opérationnel, de vérification humaine et d'utiliser, l'intelligence technique pour, identifier, des patterns et déclencher les bonnes alertes au bon moment, pour qu'ensuite la vérification humaine, vienne se concentrer là où il y a des vrais risques. Sur, la connaissance client, on a une squad dédiée, aussi, qui va travailler, pareil, pour moi, ce sont des squad enablers qui vont faciliter le travail des équipes opérationnelles. Ouais. Donc là, l'enjeu de la squad connaissance client, il est, d'aller faciliter la vérification de dossiers, d'utiliser, des technologies comme l'OCR qui vont aller scanner les documents, extraire les informations pour éviter de faire cette extraction, manuellement ou de demander aux associations de saisir à la main, des choses qui sont déjà sur la photo du document. Donc c'est vraiment, facilité, par la technologie, des actions opérationnelles. Et ensuite, on a, des équipes, au niveau de la gestion des risques, de contrôle interne, qui vont aller contrôler que nos processus, techniques et opérationnels, sont, en accord avec les exigences de notre régulateur. Par ailleurs, on a des dispositifs, d'audit, proactifs et réguliers pour vérifier, et contrôler et anticiper, un contrôle qui va arriver, qu'on n'a pas encore eu puisqu'on n'a pas encore eu 1 an d'exercice. Mais la CPR, évidemment, contrôle régulièrement les établissements de paiement et nous, on ne veut pas attendre que la CPR, nous contrôle. On est très proactif là-dessus et on se met, voilà, en état d'identifier les potentiels manquements ou failles et de les corriger vite. OK. Donc c'est un process C'est continu. c'est des sujets, notamment sur la vérification de la légitimité d'une association et cetera. Ça me fait beaucoup penser au sujet de KYC qu'on a l'habitude de voir dans de Oui. plus en plus de produits. C'est des sujets sur lesquels il y avait pas d'acteurs tiers qui avaient cette expertise, Mmh. où vous auriez pu le déléguer à une entreprise tierce et cetera. Vous avez vraiment Alors dû construire tous les outils. ce domaine-là, donc c'est les 2 squads que j'évoquais, font partie d'un domaine, réglementaire. Heu, on a une vraie stratégie, make or buy. On a fait le choix historiquement d'investir, dans la construction d'outils en propre, donc de make, sur la LCBFT, puisque justement pour nous c'était très important de pouvoir avoir la main, et le contrôle sur l'analyse des flux, sur les règles, qui vont nous permettre de pouvoir, détecter, les vrais cas de suspicion, de réduire les taux de faux positifs. Et donc là, on a vraiment construit un moteur qui permet, d'analyser, les flux en temps réel, de générer les alertes et qu'on fait évoluer, pour qu'ils soient de plus en plus pertinents et de plus en plus, performants. Sur, le volet KYC, effectivement, comme tu disais, on a plus, de produits externes, hyper performants et assez récemment qui utilisent beaucoup l'IA, les technologies OCR. Et du coup, là, on a fait le choix plutôt de buy. Donc on travaille avec, une plateforme et une solution qui, nous permet, de pouvoir, gérer, les dossiers, les traiter, facilement et donc on a branché cette solution à notre système. Et c'est aussi parce qu'elle nous permet de couvrir à la fois le branchement aux listes de sanctions, donc c'est
une plateforme multimodale qui OK. répondait à beaucoup d'enjeux. Mais effectivement, on se pose constamment la question, est-ce que c'est plus stratégique pour nous de construire cet asset, cet actif, ou d'aller, profiter d'expériences et d'expertise, d'outils, dont c'est la spécialité. C'est un classique sur ce genre de sujet, mais effectivement, vous avez des spécificités qui sont probablement moins couvertes, Mmh. que la validation d'une entreprise ou d'une personne, Ouais. physique, parce que c'est des sujets un peu plus spécifiques. Et je peux Hem, te donner un exemple sur ce point. C'est vrai que, notre gros challenge, et d'ailleurs c'est le challenge, des PSP, hein, des Adyen, des Stripe, la vérification d'une association, c'est pas du tout la même, chose que vérifier, une entreprise. C'est des documents beaucoup moins normés. Pour la petite blague, on demande, aux associations la liste des mandataires. Il y a des associations qui nous la donnent sur un post-it et qui prennent la photo du post-it et qui me l'uploadent. Donc ça, c'est des choses que les outils et les PSP classiques ont pas du tout l'habitude de traiter. Et du coup, notre objectif aussi, c'est d'apporter un peu plus de structure dans ce process de vérification. Mais le choix d'acheter en fait, enfin, d'utiliser un partenaire sur le KYC, c'est parce qu'en fait, on s'est dit notre actif principal, il est pas tant dans l'outil qui permet de gérer un dossier, il est dans le dossier lui-même et notre capacité à vérifier, à mettre le temps pour donc plus dans l'humain et cette labellisation d'un dossier associatif vérifié. OK, et j'imagine que la réglementation, elle évolue quand même assez régulièrement sur ces sujets-là, d'autant plus qu'avec, voilà, plein de nouvelles technologies et cetera, il y a plus de risques aussi de fraude et cetera. Ouais. Comment est-ce que vous gérez au quotidien? Comment est-ce que tu gères avec tes équipes, le fait de rester en conformité, voire même d'anticiper, certaines réglementations qui pourraient arriver, sans pour autant, trop vous mettre de barrières dans l'innovation que vous voulez proposer aux associations, qui sont aussi historiquement, un peu les laissés pour compte, de la modernité de la technologie. Comment est-ce que tu jongles avec ces 2 enjeux? Alors, pour nous, c'est, vraiment un partenariat. On a, des équipes, et des personnes, dédiées, à la veille réglementaire, et vraiment de s'assurer qu'on anticipe au mieux les évolutions réglementaires et pas que de la CPR, hein, aussi, comme Mmh. d'autres boîtes, la RGPD, et de l'ensemble des réglementations auxquelles on est soumis. Heu et c'est un travail qui se fait vraiment, main dans la main, alors là, pour le coup, vraiment avec l'équipe produit. Hem Et c'est un juste équilibre qu'on cherche à trouver systématiquement entre, l'exigence réglementaire, l'expérience utilisateur qu'est-ce qui va, et ce qu'on essaye de trouver d'un point de vue produit, c'est de se dire, on sait que l'exigence réglementaire, elle est pour le bien de nos utilisateurs, Mmh. donc c'est pas une contrainte, pénalisante, c'est une contrainte pour protéger de la donnée personnelle, pour protéger les paiements, et donc on essaye de tirer et d'interpréter au mieux, ces exigences réglementaires pour construire la meilleure expérience. Et pour moi, la clé, elle est vraiment dans cette notion d'interprétation. Les réglementations, quelles qu'elles soient, elles sont souvent assez larges et en fait, c'est, charge à chacun des acteurs de définir, comment il va répondre à ça et de trouver un accord, avec lequel tout le monde est confiant. Ça nécessite effectivement d'avoir une certaine appétence au risque et d'accepter, de bien formaliser où est le curseur dans cette appétence au risque. Mmh. Effectivement, à certains moments, on peut se dire voilà, la façon dont on va interpréter telle réglementation, c'est celle-là. Peut-être qu'on prend, un petit risque à ce niveau-là, mais tant qu'il est formalisé, accepté et justifié, on arrive toujours à un accord, et on est tous, confiants dans les choix qu'on prend. OK, très clair. Je te propose, parce que je vois le temps qui file, qu'on aborde le dernier sujet, Oui, parce qu'en plus, je sais qu'il t'importe beaucoup et moi aussi, celui du numérique responsable. oui. Par nature, Helloasso a un impact sociétal positif, là, il y a pas de débat. Je pense qu'à partir du moment où on favorise, le développement de l'associatif, c'est évident. Mais je sais que vous vous engagez aussi sur le sujet du numérique responsable, donc comment est-ce qu'on fait en sorte que notre produit ait un impact globalement, moins mauvais, voire meilleur sur la société, sur l'environnement et sur l'humain. Hem, Comment est-ce que tu t'assures que, les équipes qui, j'imagine, évoluent quand même assez régulièrement, et évoluent, elles-mêmes dans leur
leur philosophie et leur manière de voir les choses. Comment tu t'assures que ces équipes soient sensibilisées à l'impact des Mmh. produits numériques et des LOASO en plus particulièrement? Bah, c'est un bon point parce qu'on s'est beaucoup posé la question. C'est difficile quand on est, une entreprise à impact, à mission, de se dire: «Bah, il y a l'impact, social, sociétal qui est une évidence puisque c'est la raison pour laquelle on se lève tous les jours et qu'on travaille» et quid de l'impact environnemental, de l'impact sur l'accessibilité? Nous, on a commencé par, déjà faire un travail de mesure de notre impact, social, sociétal. On Mmh. est une entreprise impact native, globalement notre objectif c'est d'être utile aux associations pour être utile à la société. Mais en fait, on a commencé à mesurer cet impact assez tardivement et pour nous ça a été déjà une première étape, je dirais il y a 2 ans, de Mmh. pouvoir formaliser combien de temps donc on a vraiment travaillé avec une agence, spécialisée là-dessus pour se dire: «Bah, est-ce qu'on peut mesurer combien de temps on fait gagner aux associations? Combien d'argent, enfin, le modèle économique on leur fait gagner? Mmh. Comment Egoasso peut contribuer à la digitalisation et à la modernisation du secteur associatif?» Donc, tout ça, on a beaucoup travaillé déjà là-dessus pour être en confiance et avoir une mesure et déjà s'objectiver pour améliorer cette mesure. Donc on a créé, en interne, c'est assez intéressant, des Key Impact Indicators. Donc OK. on avait dans notre pilotage, évidemment, comme, beaucoup de boîtes, des KPI, des KRI, donc Key OK. Performance Indicator, Key Risk Indicator et en fait, on s'est dit: «Bah, c'est indispensable, au vu de notre mission, que les Key Impact Indicators soient mis au même niveau». Et donc on a intégré, ces indicateurs dans notre pilotage, dans notre reporting et aujourd'hui, bah, en fait, ils sont, vraiment ancrés dans notre activité. Et en parallèle, on s'est dit: «Bah, là, c'est bien sur l'impact social, sociétal». Sur le numérique responsable, on a, adopté une approche, plus, collaborative. Donc on a créé, en fait, une équipe pluridisciplinaire avec, bah, on a la chance d'avoir, au sein de l'équipe beaucoup de personnes, très engagées et passionnées, par le sujet du numérique responsable. Et avec cette équipe, donc, que je coordonne, donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire, on a, commencé à travailler sur notre schéma directeur du numérique responsable. Globalement, c'est notre stratégie numérique responsable. On l'a découpé globalement en 3 grands enjeux. Le premier, c'est l'équipe, la sensibilisation de l'équipe, pour être sûr que, bah, justement le numérique responsable ne soit pas qu'un enjeu de cette équipe, de cette petite équipe, de passionnés, Mmh. mais que ce soit un enjeu, j'ai toujours pas répondu à ta question de combien on est chez Eloasso, Tout à mais fait, on oui. est, 160 donc que les 170 personnes chez Eloasso soient sensibilisées au quotidien dans leur métier et par leurs actions. Ensuite, on a un enjeu autour de nos services. Comment rendre nos services, notre produit, à la fois accessible, éco-conçu. Et enfin, le troisième, c'est autour de notre rayonnement et comment être un acteur de l'écosystème du numérique responsable et faire rayonner bah, notre activité, nos engagements dans l'écosystème. Et donc, pour chacun de ces 3 enjeux, bah, on est la petite dizaine de personnes investies sur cette équipe numérique responsable, bah, investie et moteur d'action de sensibilisation, de participation, d'initiation, de challenge. Donc, pour te donner des exemples, on a évidemment notre bilan carbone et donc, bah, les actions de compensation. On a mené des ateliers de la fresque du numérique responsable en interne pour vraiment bah, faire participer dans une démarche participative des collaborateurs. On participe à des challenges dans le cadre de la journée numérique responsable. On fait intervenir chacun des membres de l'équipe. Alors on profite du fait d'être dans le secteur associatif, mais on propose des journées de solidarité à chacun des membres de l'équipe. Donc Ouais. à chacun de participer une fois par an pour être au sein des associations, donc des associations qui visent à améliorer bah, l'écologie. Donc c'est aussi une démarche participative qui est ancrée chez nous. Voilà. OK, effectivement, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a pas beaucoup de boîtes qui en font autant. Hyper intéressant toute cette démarche et le fait d'avoir cette équipe, transverse qui va s'emparer de ce sujet-là et faire en sorte que ce soit une réalité et pas simplement une petite case, cochée en bas du tableau. Hem, J'aimerais bien revenir sur 2 points. Le premier, c'est sur les I, du coup, les Key Impact, Indicators dont tu parlais. Hem, à quel point c'est quelque chose que vous ancrez, y compris dans votre démarche produit, et vous êtes même dans la priorisation de ta roadmap et cetera?
et comment ils sont définis, enfin comment ils ont été définis initialement? Alors peut-être qu'on peut parler des KI et aussi un élément dans cette ambition de nos services. L'équipe numérique responsable travaille avec l'équipe produit pour Ouais, assurer qu'on mesure et on améliore notre démarche d'éco-conception d'accessibilité. Donc sur le volet KI qui est très sur l'impact social, pour te donner des exemples, effectivement, un des KI, c'est combien de temps on fait gagner aux associations, combien d'argent on leur permet d'économiser. Ces KI, on les intègre dans notre démarche de discovery. Donc chez l'OASO, on s'est approprié la méthode Discovery Discipline au sein de l'équipe produit. Et donc dans cette toute première étape du frame, quand on définit les success criteria, eh bien on se donne comme objectif d'avoir un KPI et un KI. Et donc ok, on s'assure que chacun des gros épiques ou des grandes évolutions qu'on construit répond à un enjeu d'impact, et on mesure effectivement après le lancement à quel point on a réussi à faire bouger les lignes. La complexité d'un point de vue KI, c'est que le KI, on ne le mesure pas toutes les semaines ou tous les mois. ouais, On évalue, on fait un rapport d'impact annuel, donc c'est vrai que on a des moyens, on a mis en place de la même manière que les collectes de NPS, on a des petits formulaires qui nous permettent de prendre le pouls de façon mensuelle. Mais voilà, c'est du temps long. Donc, on ne ouais, peut pas impacter un KI du jour au lendemain très fortement. Mais pour autant, c'est ancré dans notre démarche de conception. Sur l'éco-conception et l'accessibilité, on s'est donné déjà des objectifs de réduction de consommation de CO2 de nos pages les plus consultées. On s'est aussi donné comme objectif sur l'accessibilité de réduire le taux d'erreur critique détecté par les systèmes de check d'accessibilité des produits. Dans notre démarche toujours de discovery, on a intégré à chaque étape du frame, du observe, du claim, des petites questions auxquelles répondre. ok, Est-ce que je me suis posé la question de sur quel device cette fonctionnalité va être utilisée. Est-ce que j'ai mis en place des systèmes de cache qui me permettent de pouvoir réduire le temps de chargement, la lourdeur. Donc on s'est beaucoup basé sur les critères RGESN et RGEN pour justement sensibiliser à chaque conception les PO et les techs sur ces questions d'éco-conception et ok. d'accessibilité. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place dans le process global de produits et tech, et c'est Exactement. ancré dans la démarche. Ok, hyper cool. J'avais une autre question un autre point sur lequel je voulais rebondir. Tu parlais de votre rayonnement dans l'écosystème local et national. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur ce point-là, qui me semble hyper important. Ouais, on avait beaucoup d'ambition au démarrage de la team numérique responsable. On s'est dit voilà, on avait des ambitions à l'échelle nationale. Et puis bon, petit à petit, on a recentré notre focus sur l'aspect local parce que c'est dit avant tout, on a beaucoup d'acteurs dans la région Nouvelle-Aquitaine et commençons par là parce que c'est plus facile de tisser des liens quand on est proche. Et donc là, on a recentré notre focus plutôt sur l'échelle locale. Donc on est Eloasso et au sein d'une structure qui s'appelle la Cité numérique, qui est assez engagée sur le numérique responsable. Et donc du coup, on coporte des événements ensemble au sein de toutes les entreprises qui sont présente dans la cité numérique. Ouais, On noue des liens avec des médias engagés, donc Efficycle, on est en échange avec Efficycle par exemple. On a participé à des tables rondes organisées par Recita, qui est un acteur local aussi du numérique responsable. Donc ok, on va par plusieurs interventions, partage d'expériences, collaborer avec les acteurs locaux. Sur le volet plus large, on est en train de signer la charte du numérique responsable pour déjà mettre un premier pas et montrer notre engagement sur ce volet. On réfléchit là plutôt à horizon 2025 à obtenir le label numérique responsable pour pouvoir attester en fait de l'ensemble de ces efforts qu'on mène et qu'ils soient reconnus par tous.
C'est génial. C'est Ouais. hyper chouette, surtout qu'on on sait que ça reste un sujet, souvent mis un peu de côté. Alors dans une entreprise, impact native, ça semble un peu plus évident, mais pas nécessairement. Et du coup, de savoir que c'est des projets qui sont portés à cette échelle, par Hello Asso et par chacune des parties prenantes, c'est hyper enthousiasmant, hyper, encourageant aussi. Bah, bravo à toute l'équipe pour ce point-là. Est-ce qu'il y a des projets, futurs ou des initiatives que vous avez chez Hello Asso, que ce soit vis-à-vis du numérique responsable ou plus globalement vis-à-vis de votre impact, dont tu es, particulièrement, fière ou en tout cas que tu as très, très hâte, de mettre en œuvre, Oui. dans les Alors, prochains mois? oui, je l'ai évoqué et pour moi, c'est très important de remettre dans ce contexte le fait d'être établissement de paiement, d'être le premier établissement de paiement du secteur associatif. Bah, pour moi, c'est une entrée dans un monde d'opportunités, de Ouais, mieux servir nos associations qui est exceptionnel. C'est un très gros challenge pour nous et on est très fiers de le relever. Pourquoi c'est une opportunité de plus d'impact? Parce que globalement, en opérant en tant qu'établissement de paiement, on va pouvoir développer beaucoup plus et accompagner beaucoup mieux les associations dans leur collecte. Aujourd'hui, bah, on accompagne les associations dans leur collecte auprès de leur communauté sur du mmh, paiement CB, mais il y a beaucoup d'autres moyens de paiement. On pourrait faciliter des virements en SEPA, on veut proposer de mieux accompagner les associations sur place avec des solutions comme le Tap to Pay. En fait, on a beaucoup d'associations qui nous disent, en fait, quand j'organise un événement, un festival, une buvette, je galère encore avec la monnaie, ma caisse, et qui sont obligés d'utiliser des solutions comme SumUp qui coûtent très cher. Et nous, on ouais, veut leur proposer nos services gratuitement et on est convaincus que ça va beaucoup les aider. Et aussi, on veut les équiper dans leur décaissement, leur permettre de leur fournir des cartes de paiement qui leur permettent de pouvoir utiliser les fonds qu'elles ont collectés facilement pour effectuer des paiements. C'est aussi pour nous une grande ambition. Euh, c'est cet agrément d'établissement de paiement qui va nous permettre de le faire. Voilà. OK. De très beaux projets, du coup, tu Ouais. vas pas t'ennuyer demain Non. avec tout ça. C'est Et on est tous très enthousiastes de ce futur. J'imagine, ouais, j'imagine. Hem, j'ai une dernière question pour toi. Pour les autres entreprises, à impact, positif ou en tout cas qui souhaitent avoir une démarche, qui va dans le même sens que le vôtre, quels conseils tu pourrais donner? Notamment peut-être sur cette question sur cet exemple, qui pouvait être aujourd'hui sur un business model qui est extrêmement vertueux. Heu, quels conseils tu donnerais spontanément, sur ce sujet-là? Alors j'en ai Ou plein, sur un je autre? dirais, ouais. Heu, Peut-être, l'importance de l'alignement entre, la mission, les valeurs et l'exécution derrière. Et pour nous, c'est en ça où j'évoquais le travail qu'on fait sur la marque Hello Asso, qu'elle représente bien ce qu'on est, et encore une fois, un alignement et ne pas dévier d'une conviction, c'est indispensable pour créer la confiance, avec, sa communauté. L'autre point justement vis-à-vis de la communauté ou des clients, on l'appelle comme on veut, mais je pense que pour une entreprise à impact ou qui va avoir un impact positif, l'aspect participatif est essentiel. Et pour nous, c'est ce qui a vraiment fait la différence, avoir une démarche participative, coopérative, mutualiste. Mmh. On a poussé très loin les réflexions avec des dimensions coopératives, donner plus de poids aux associations dans l'organisation Hello Asso, qui est une entreprise. Et donc, aller pousser les dimensions d'implication de la communauté, je pense que c'est essentiel. Il y a plein de manières de le faire. Je dirais pour les acteurs pure players, ne pas oublier de valoriser l'humain. Pour te donner des exemples, nous, on a vraiment investi dans l'humain, que ce soit dans notre service accompagnement qui soutient les assos. On dédie énormément de temps pour accompagner les assos, pas uniquement dans leur usage de Hello Asso, mais dans leurs problématiques digitales. Et notre objectif, c'est d'accompagner cette fracture numérique et d'aller au-delà de simplement notre service. On a D'accord. créé des liens, on a créé des points d'appui au numérique associatif locaux
donc avec des membres de l'équipe sur place qui vont accompagner en direct chacune des assos pour les aider en fait à s'approprier nos outils. Et donc je dirais valoriser l'humain en plus du produit. Le produit n'est pas tout. Et ça, nous, on en est convaincus. On n'est pas qu'une simple plateforme. Après, je dirais, être très transparent et communiquer proactivement et peut-être là, c'est, nous, le domaine sur lequel on a encore, comme je te disais, beaucoup de travail à faire. Ne pas, nous, on est assez humble dans notre culture et du coup, on a tendance à pas vouloir en faire trop, à pas pouvoir et pour autant, c'est vachement important, en fait, de communiquer largement sur notre singularité, sur, et je trouve qu'à la fois pour, ces utilisateurs, mais pour, le secteur de l'économie impact, c'est vachement important de faire rayonner chacune de ces initiatives et ces singularités. Et voilà. Et en dernier, je dirais l'équipe. Je pense que tout ça se fait avec une équipe qui est engagée, qui est alignée sur les valeurs. Et sans ça, je pense qu'on peut pas aller bien loin. Voilà. Effectivement, recruter les bonnes personnes au bon endroit dans une entreprise à mission, c'est extrêmement important. On en parlait dans la première édition avec Nathalie de Jagi. C'est encore plus important de recruter les bonnes personnes dans ce genre de contexte. Et c'est vraiment clé, c'est pas simple, mais c'est extrêmement important. Et effectivement, je pense que vous êtes très très humble parce que finalement, je pense que avec vos 350 000 associations, pour autant, quand on ne fait pas partie de l'écosystème associatif, on vous connaît pas forcément. Et pourtant, vous faites beaucoup de bien à l'écosystème français aujourd'hui et peut-être demain en dehors de nos frontières. Donc effectivement, je pense que vous pouvez faire un petit peu plus de bruit, ça fera pas de mal. Là, c'est sympa. N'hésite pas à relayer et nous travailler là-dessus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Bérangère pour ce moment. Merci à On a toi. beaucoup parlé, mais il y avait plein de choses à dire et je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures. Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était un grand plaisir partagé. À bientôt. Merci.